Spéciale élection présidentielle, c'est un débat que IDFM Radio Anguin 98 FM, la première radio associative du Val d'Oise et de l'Île-de-France, vous propose à 2 jours du deuxième tour des présidentielles. Bonjour à tous, vous êtes en compagnie de Bernard Ventre et de Sébastien Joël à la réalisation technique de cette émission en direct avec vous. Je remercie Pauline Pioche, journaliste, reporter, qui assure chaque jour la présentation du journal d'information de la mi-journée d'être à mes côtés. Elle est avec nous sur IDFM Radio Anguin du lundi au vendredi. Nos 4 invités représentent la jeunesse du Val d'Oise, l'avenir de la France, pourquoi pas. À notre gauche, Sébastien Fontagneux, je n'ai pas fait exprès, secrétaire général des jeunes PS du Val d'Oise, et Léo Moreau, animateur fédéral des jeunes socialistes du Val d'Oise. À notre droite, Xavier Albertini, conseiller municipal de Deuil-la-Barre, délégué UMP des jeunes actifs du Val d'Oise, et Julien Bachard, conseiller municipal de Saint-Gratien, délégué UMP de la 6e circonscription du Val d'Oise. Nous avons voulu, n'est-ce pas, Pauline Pioche, nous avons voulu placer ce débat sous le signe de la jeunesse. Mais auparavant, je vous poserai la même question que Laurence Ferrari et David Pouyadas ont posé à François Hollande et Nicolas Sarkozy au début de leur débat de ce mercredi. Quel est votre état d'esprit à 2 jours du deuxième tour? Ben tiens, allez, à ma gauche, Monsieur Fontagneux. Bonjour à tous. Forcément un petit peu impatient. C'est vrai qu'on a fait une campagne vraiment extrêmement dynamique. On a été présents sur le terrain tous les jours, le matin dans les lycées, le midi dans les universités, le soir dans les quartiers populaires en porte-à-porte. Donc c'est vrai qu'on est quand même impatient d'avoir le dénouement et de savoir un petit peu à quoi va ressembler le visage de la France pour les 5 prochaines années. Et peut-être Val d'Oise aussi. Ça va en conséquence. En conséquence, effectivement, la vie des Valdoisiens et des jeunes, puisque c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, j'imagine. Et vous, Léo Moreau? Je ne vais pas faire mentir, évidemment, mes camarades qui est assis à côté de moi, mais je crois qu'on est aussi serein parce que c'est une campagne qui aura permis, je pense, de voir les différences et les 2 projets qui sont ceux du candidat sortant et de celui que propose François Hollande. Donc, à mon sens, on va continuer la campagne jusqu'à minuit ce soir, bien sûr, jusqu'à la fin de l'heure légale. Mais je crois qu'on peut être raisonnablement serein aussi sur le choix que feront les Français dimanche, sans bien sûr faire preuve d'un excès de confiance. Alors je rappelle, Léo Moreau, vous êtes animateur fédéral des jeunes socialistes du Val d'Oise, et Sébastien Fontagneux, secrétaire général des jeunes PS du Val d'Oise. Vous avez dit, vous êtes sereins, tous les deux. N'est-ce pas? C'est ce qui... Sans arrogance, mais serein. C'est ce que... Oui, alors sans arrogance. Oui, vous placez bien arrogance. Alors, serein, vous l'êtes aussi, Monsieur Albertini? Ah, mais nous sommes également sereins. C'est une campagne qui a suscité beaucoup d'engouement, avec beaucoup de présence sur le terrain. Je pense qu'elle a été une des plus importantes de la 5e République. Et nous sommes aussi très pressés de voir les résultats de dimanche. Et vous, alors, Julien Bachard? D'abord, je vous remercie de votre invitation. On est assez heureux de partager ce moment avec le Jean-Jacques Bourdin du Val d'Oise. Donc c'est plutôt sympathique. Et puis on est motivé. Voilà, on est dans la dernière ligne droite. Voilà. Maintenant, je pense que les choses se jouent et se cristallisent en ce moment. J'étais encore ce matin pour un tractage sur la gare de Saint-Gratien. Voilà, les gens attendent de nous des réponses à leurs problématiques de tous les jours. Et voilà, et on essaye jusqu'au dernier moment de montrer que Nicolas Sarkozy est le meilleur candidat et le meilleur président et qu'on a besoin de le garder. Voilà. Que vous disent les gens à qui vous distribuez ces tracts? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui encore même aujourd'hui, indécis ce matin, pour la simple bonne raison qu'ils sont un petit peu perdus. La crise a quand même beaucoup chamboulé la vision qu'avaient les Français de la politique, et puis ils ont besoin qu'on réponde plus à leurs questions au niveau concret. Et je pense que la problématique, c'est que aujourd'hui le discours politique quand même s'est dégradé, les gens n'ont plus confiance et ils ont besoin de relais de terrain. Et c'est pour ça que c'est important, autant vous chez les MJS que nous chez les jeunes populaires. Je pense que ce qui est important, c'est le relais de terrain, le contact sur le terrain et ces porte-parole de l'opinion de nos candidats que nous sommes au quotidien. Voilà. Contact sur le terrain, vous faites partie des jeunes du PS qui ont distribué, qui ont fait du porte-à-porte. Tout à fait, oui. C'est vrai que distribuer des tracts, c'est intéressant parce que ça permet un petit peu de prendre le pouls, on va dire, de la société, de ce que les gens peuvent penser.
Mais le porte-à-porte, c'est encore autre chose. Puisque là, on a quelques minutes pour échanger vraiment avec la personne qui est en face de vous. Et c'est là, effectivement, qu'on arrive dans le concret, qu'on arrive dans les attentes profondes des gens par rapport à la politique et par rapport à ce qu'ils attendent de cette élection. Et là, c'est très intéressant de voir du coup que les propositions de François Hollande, elles impriment dans l'opinion, que les Français commencent à les identifier depuis plusieurs mois déjà, et que on voit que les réponses concrètes qu'ils attendent, elles sont là. Alors qu'attendent les Français, notamment la jeunesse? Peut-être Pauline Pioche pourrait prendre le relais. Oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'emploi, l'Europe, surtout l'emploi des jeunes, moi j'ai une première question. Vous avez quel âge autour de la table? J'ai 26 ans. 26 Julien. ans. Xavier, j'ai 27 ans. Et à ma gauche? Léo, j'ai 21 ans. Et moi, je suis le plus vieux, donc Sébastien, 28 ans. Comment vous en êtes arrivé là? Comment on devient militant? Que ce soit du côté de l'UMP ou du côté du PS, j'imagine que l'envie au final est la même, ça part de la même intention. Peut-être pas des mêmes sources. Mais... Pour ma part, j'ai toujours été, c'est Julien, j'ai toujours été intéressé de la chose publique, de la politique, j'ai toujours été intéressé. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai souhaité aussi être candidat sur une liste municipale, pour présenter des propositions et à la fois avoir un vrai impact, parce que je pense que tout part de la politique locale, qui est le vrai enjeu aujourd'hui quand même si on a la présidentielle, après tout découle aussi au niveau local. Et si j'ai choisi d'être à l'UMP, c'est tout simplement parce que je pense que avant de redistribuer les richesses, il faut d'abord les créer. Voilà la base de mon engagement. Xavier Albertini. Alors moi je rejoins ce que dit Julien. Moi ça vient plus d'un cocon familial. C'est vrai que j'ai été c'est depuis tout petit. Mon grand-père m'a transmis le virus et j'ai voulu m'engager dès le plus jeune âge. Voilà, que ça soit en politique ou dans le milieu associatif sur ma commune, j'ai une réelle envie de m'impliquer auprès des gens. Et je pense que le terrain municipal est vraiment le reflet de ce travail, puisque les choses qu'on met en œuvre sont ressenties, l'impact est ressenti immédiatement. Et donc c'est un des plus beaux engagements qu'on puisse avoir. Donc pareil, on a milité avant, on a commencé, on s'est tous rencontrés comme ça. Et le jour où on veut se lancer, quoi de plus naturel que d'aller sur une liste municipale. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut vraiment faire un vrai travail de terrain. Sébastien, pour vous, comment ça s'est démarré? C'est effectivement un intérêt qui remonte à vraiment très longtemps sur les questions politiques. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément toujours immédiatement à franchir le cap et à aller sur le terrain, à dire je prends ma carte, je vais militer. Puis à un moment, on se dit qu'on en a peut-être un petit peu marre d'être spectateur, de rester finalement en dehors des vrais débats, de pouvoir peser. Et justement, venir à l'intérieur de l'arène, j'ai envie de dire, et se frotter vraiment à ce qu'est la politique de l'intérieur. C'est justement une façon de pouvoir se mettre un peu en action, voilà, et avoir l'impression qu'on peut nous aussi avoir les leviers pour changer la vie des gens. Et effectivement, l'engagement à gauche, je pense qu'on est tous nous à gauche convaincus que l'histoire c'est la construction d'un progrès social, que c'est l'amélioration des conditions de vie des gens au quotidien, sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi. Voilà, et c'est ça qui vient nous motiver tous les matins quand on se lève pour aller militer. Allez Léo, on terminera avec vous. Moi, j'ai un peu envie de dire que c'est grâce à Dominique de Villepin, parce que c'est avec le mouvement contre le contrat première embauche que je me suis engagé pour la première fois de manière active en 2006, et depuis, je n'ai pas quitté l'engagement, que ce soit dans le syndicalisme lycéen, puis étudiant, puis politique aujourd'hui au sein des jeunes socialistes. C'était aussi une suite logique, et effectivement, je crois qu'à un moment, on partage un certain nombre de valeurs, notamment liées à la justice sociale, et aussi de rejet de la politique qui pouvait être menée depuis un certain temps. C'était un engagement qui était assez naturel pour moi. Bernard, je vous laisse la parole. Oui, alors moi, je voudrais vous citer deux phrases qui me semblent être parallèles par rapport aux deux candidats. Dimanche 6 mai, un choix historique à faire qui engage votre avenir et le destin de la France, déclarait Nicolas Sarkozy. Et François Hollande, vous déciderez dimanche 6 mai d'écrire une nouvelle page de l'histoire de France en élisant le prochain président de la République. Ne pensez-vous pas que ces deux formules ont une même consonance ? Oui, ça a peut-être une même consonance, mais en même temps, l'enjeu est le même, pour le coup. L'enjeu est le même, mais c'est différent. Oui, on a des visions différentes, mais je pense qu'aussi on a des valeurs communes, et celle de la démocratie, celle de la République, liberté, égalité, fraternité. C'est pas pour nous un vain mot, c'est quelque chose de concret. Et c'est pour cela que François Hollande et Nicolas Sarkozy sont conscients de l'enjeu, savent que cette élection va quand même déterminer la vie des Français pendant 5 ans. Vous aussi, c'est ce que vous pensez, Xavier Albertini? C'est forcément qu'ils ont sorti ces phrases et que ça se rejoint un peu. C'est deux candidats à l'élection présidentielle. Voilà, il n'en reste que deux. Le 6 mai, ils prétendent tous les deux
au siège de président à l'Élysée, donc c'est un peu normal. Après, nos visions, bien sûr, divergent. On n'a pas la même implication et la même façon de vouloir mener le pays. Nicolas Sarkozy a fait ces réformes qui étaient forcément nécessaires, surtout avec la crise qui est arrivée. Et il faut continuer dans ce sens-là pour le bien de tous les Français. Alors, vous, que peut apporter François Hollande s'il est élu? Que peut apporter François Pour les Hollande jeunes. Que peut apporter François Hollande s'il est élu? Le changement. C'est le changement. Vous savez, le changement, changer, ce sont des mots. Excusez-moi, ce sont des mots que l'on entend depuis X années. On veut changer. Je vais détailler. Alors, je voudrais savoir ce que signifie le changement. Je vais détailler. Le changement, c'est effectivement un slogan de campagne, c'est un mot qu'on peut trouver peut-être, si on observe le débat de loin, peut-être un peu creux, mais il y a une réalité derrière le changement. C'est quoi? C'est 50 politiques de droite menées par Nicolas Sarkozy qui ont suivi 50 politiques de droite menées par le gouvernement de Jacques Chirac. Donc 10 ans de droite qui accumulent des politiques dures, des politiques de droite, des politiques libérales et qui ont des conséquences dans la vie quotidienne des gens, dans la vie quotidienne des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ont la conscience qu'ils sont la génération qui vivra moins bien que celle de leurs parents, pour la première fois depuis l'après-guerre. Voilà pourquoi il y a des enjeux importants et structurants dans cette élection. Le changement, c'est quoi? C'est répondre à ces aspirations. C'est poser la question de l'emploi des jeunes au cœur du débat. Poser la question de comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'autonomiser, comment est-ce qu'ils vont pouvoir prendre leur place dans la société, dans la vie publique également. Voilà, c'est ces questions-là qui sont sur la table quand on parle de changement pour les jeunes. Léon Moreau. Oui, je crois qu'il faut insister sur les réponses concrètes aujourd'hui que propose François Hollande. Effectivement, il y a une aspiration au changement, mais ça se traduit par exemple pour les jeunes par des mesures qui leur parlent. On l'a pu vérifier, nous, quand on fait du porte-à-porte dans les quartiers populaires, dans le Val d'Oise, à Argenteuil, à Sarcelles, à Cergy, que ce soit, ou d'autres évidemment, mais c'est des exemples, mais sur les 150 000 emplois d'avenir ciblés sur les jeunes des quartiers populaires, par exemple, un petit peu sur le modèle des emplois jeunes, sur le contrat de génération, qui est une solution concrète pour l'emploi à la fois des jeunes et des seniors, sur des mesures comme l'encadrement des loyers, notamment à la relocation, pour éviter que les propriétaires les augmentent de manière indue, sur l'allocation d'études et de formation, peut-être enfin, je ne vais pas noyer sous les mesures, mais qui permet à chacun d'étudier sans avoir besoin de se salarier pour financer ses études. Ce sont des choses qui sont concrètes, qui parlent effectivement aux besoins de la jeunesse. Et François Hollande a d'ailleurs fait le choix de mettre la jeunesse au cœur de son projet dès le début de cette élection et dès les primaires socialistes. Oui, alors puisque la jeunesse aujourd'hui est en première ligne sur les ondes d'IDFM Radio Anguin, il serait bon que s'engage un débat. Qu'avez-vous pensé des propos de vos, on va dire, de vos collègues de gauche, Xavier Albertini ou alors Julien Bachar? sur les universités, je pense que ce que le projet de François Hollande, c'est une chose. Sarkozy, il l'a fait dans les faits réels. Aujourd'hui, il a fait l'autonomie des universités. Il a augmenté de 23% le budget en moyenne des universités. Aujourd'hui, il y a 25% d'étudiants boursiers en plus. Alors on ne peut pas dire qu'on va faire des choses, qu'on veut le changement, et puis en même temps être toujours dans la critique, alors qu'il y a des choses qui ont été faites et il faut savoir les reconnaître. Alors c'est très facile de critiquer, mais agir, c'est peut-être plus difficile. Mais en tout cas, je pense que Nicolas Sarkozy a été dans le courage. Il a, contrairement à ce qui est dit dans les médias partout, je pense qu'il a été un président de tous les Français et qu'il a aussi contribué au développement d'une université forte pour la France. Je peux pas me résoudre à voir les universités françaises dégringoler dans les classements. Aujourd'hui, je crois que cette autonomie des universités était un point très important. Je pense que ça a été fait dans la difficulté. Vous avez peut-être d'ailleurs manifesté contre, mais pour le coup, j'ai pas vu que François Hollande proposait de la retirer. Je voudrais rebondir sur les universités. Donc pour reprendre ce que disaient nos deux collègues en parlant d'une politique de Jacques Chirac pendant 10 ans, il faut savoir que toutes les universités, il y a eu des inégalités tout au long des années. Même sous le gouvernement Jospin, ça a été dit. C'est-à-dire que les gens parlaient d'universités fortes dans les grosses villes comme Paris, Bordeaux. Aujourd'hui, cette réforme, elle équilibre toutes les universités sur le même pied d'égalité. Les budgets sont gérés par les propres universités. Elles permettent d'avoir un développement fort et d'attirer justement de nouveaux élèves qui ne pouvaient pas venir auparavant. Oui, sur l'université, en l'occurrence, parlons-en, puisque je viens d'achever un mandat de vice-président étudiant de l'université de Cergy-Pontoise, qui est l'université que nous avons dans le Val d'Oise.
en tant que principal représentant des étudiants du coup de l'UCP pendant 2 années, et on a vu les effets concrets de l'autonomie sur le terrain. Et en l'occurrence, il s'agit essentiellement d'un affichage qui cache la misère réelle qui demeure dans les universités, qui cache le sous-encadrement qui est toujours chronique, notamment en licence, l'augmentation des boursiers. Bon, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais ce sont surtout des boursiers échelon 0 qui sont juste exonérés des frais d'inscription et qui ne touchent pas d'argent. Donc c'est évidemment pas des mesures qui sont suffisantes. Il y a énormément de communication du gouvernement sur l'autonomie des universités. Ce que propose François Hollande, c'est de faire effectivement l'autonomie, mais l'autonomie, ça veut rien dire si on ne met pas derrière les moyens. Donc il faut donner les moyens aux universités d'assumer cette autonomie-là. Sébastien Fontagneux. Alors sur les universités, bon, je pense que Léo a un propos qui est extrêmement complet et clair sur le sujet. Mais effectivement, la politique de Nicolas Sarkozy, c'est pas simplement l'autonomie des universités. La question de l'emploi des jeunes, quand même, c'est une préoccupation incroyable. On a un taux de chômage chez les jeunes qui aujourd'hui, un petit peu après, qui aujourd'hui a explosé. Et on parle de On va y venir. Et on parle de l'université, mais il y a aussi ce qui se passe avant. C'est-à-dire la question de l'école, la question du collège et du lycée. Voilà, j'espère qu'on va en parler parce que là-dessus, pour le coup, le bilan de Nicolas Sarkozy est quand même... on en parle dans quelques instants si vous le voulez bien. Mais Sébastien Joël, qui est notre excellent réalisateur technique, nous propose, vous nous proposez, Sébastien? Alors l'idée, c'était de revenir sur un article du Parisien qui a demandé à chacun des candidats de donner leur playlist, et vous avez choisi sur les différents choix de chaque candidat une des chansons, et concernant François Hollande, donc ce matin, vous avez choisi une chanson de Jean-Louis Aubert, qui est première d'ailleurs sur sa liste. Tant à nouveau, on se retrouve dans un instant, on parle avec les jeunes de l'UMP et du Parti Socialiste ce matin, dans l'émission présentée par Pauline Pioche et Bernard Ventre. Et vos réactions, je vous le rappelle, vous pouvez en direct sur le www.idfm98.fr. Le Parisien a relevé la playlist des candidats. Ce matin donc, tant à nouveau de la liste de François Hollande, de Jean-Louis Aubert. Ce matin, on parle des élections. En direct avec vous, spéciale élection présidentielle avec Bernard Ventre et Pauline Pioche sur IDFM Radio Anguin. Pauline Pioche qui va... C'est pas grave. Pauline Pioche qui intervient et qui pose une question. Je pense que vous allez rebondir. Alors, on a parlé des universités, mais effectivement, il faut parler de l'éducation à l'école, au collège ou encore au lycée. 2 oppositions, la qualité et la quantité. Pour François Hollande, c'est augmenter le nombre de postes. Pour Nicolas Sarkozy, c'est plutôt une meilleure formation des professeurs. J'aimerais avoir votre avis. Vous êtes tous les 4 passés par le primaire, par le collège, par le lycée. Aujourd'hui, vous êtes étudiants. Voilà, j'aimerais vos avis par rapport à ça. Il faut davantage d'enseignants, donc pour François Hollande, d'où sa promesse de la création de 6000 postes pour Sarkozy. Le problème de l'école n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Il propose aux enseignants volontaires de travailler non plus 18 heures par semaine, mais 26, dont 21 heures de cours et 5 heures de présence, face notamment aux élèves en difficulté. Je précise, moyennant 25% de rémunération en plus. Voilà, j'aimerais avoir votre avis par rapport à cela. On commence avec qui? Léo. En l'occurrence, je crois qu'il ne faut pas opposer qualité et quantité, mais qu'on arrive à un tel niveau de saignée dans l'éducation nationale avec 80 000 postes supprimés par la droite, avec aujourd'hui des classes qui sont surchargées, des remplacements qui peuvent plus être assurés, des options qui disparaissent. C'est un vécu qui est extrêmement douloureux à la fois pour les élèves, pour les personnels de l'éducation nationale, pour les parents d'élèves. Et ce que dit François Hollande, c'est oui, bien sûr, il faudra faire des réformes sur les rythmes scolaires, sur le contenu, mais ça ne peut pas se faire sans donner les moyens d'abord. Et effectivement, c'est 60 000 postes sur l'ensemble du quinquennat qui correspondent peu ou prou aux postes qui ont été supprimés par Nicolas Sarkozy. Et ça correspond à remettre des moyens, notamment là où il y en a le plus besoin, en les fléchant sur les zones qui sont en difficulté et sur l'aide individualisée aux élèves. Julien Bachar, je vous vois noter. Non, juste, je pense que Nicolas Sarkozy a raison. Qu'aujourd'hui la question c'est la qualité. Je pense qu'il y a à la fois le besoin que les enseignants soient mieux payés, et c'est pour ça qu'ils proposent aussi d'en limiter le nombre, mais de les avoir mieux payés, parce que je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est le rôle de l'enseignant. Je pense que le statut de l'enseignant a été dégradé. Je pense qu'il y a quelques années, un enseignant, c'était quelqu'un de respecté. Aujourd'hui, c'est ce respect qui manque. Et je pense que c'est en payant mieux, en donnant un statut
plus important, en aidant aussi l'enseignant à aider les élèves les plus en difficulté. C'est ce que propose Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est la bonne solution. On peut pas promettre. C'est bien beau de promettre des postes, toujours des postes. La réalité, c'est qu'on est dans un pays qui aujourd'hui connaît une crise majeure, qu'on est un pays en dette structurelle depuis des années et qu'on peut pas tout faire. Voilà. À un moment, il faut choisir. Et le choix, c'est quand même l'éducation des enfants et pas forcément toujours le nombre. Alors, pour avoir travaillé avec des enfants du Val-Fouret, c'est une très grosse cité à Mantes-la-Jolie, on se pose la question à la fois de la qualité et de la quantité, puisque les professeurs, pour beaucoup, sont à bout. Mais on se pose la question, effectivement, est-ce que deux professeurs dans une classe de 30 élèves qui ne veulent absolument pas suivre les cours, est-ce que ce n'est pas nécessaire quand même ? Non, je pense que c'est pas la question. Je pense qu'il faut par contre, pour le coup, et c'est ce qu'avait repris Nicolas Sarkozy du programme de Jean-Louis Borloo. Je pense qu'il faut des structures pour aider les élèves les plus en difficulté, parce que un enseignant ne peut pas malheureusement s'occuper de tous les élèves à la fois, et les plus en difficulté, il faut quand même qu'ils fassent cours. Et c'est pourquoi d'ailleurs Nicolas Sarkozy propose aux enseignants de travailler plus pour gagner plus aussi, mais également pour aider de façon particulière les élèves les plus en difficulté et pour les remettre au niveau. Oui, c'est intéressant déjà qu'on parle de l'école, puisqu'on le doit quand même à François Hollande, hein, ce sujet dans la campagne. C'est lui qui, avec les 60 000 postes, a amené ce sujet vraiment crucial pour la République et pour ce qu'on va construire dans les 20-30 prochaines années en France, sur le débat et sur le tapis. Alors, on parle des enfants en difficulté, mais qui s'est attaqué au RAZ, c'est-à-dire les dispositifs quand même qui profitent aux élèves les plus en difficulté? C'est Nicolas Sarkozy, qui a comparé, on parle du symbole et de la valeur du métier d'enseignant. Qui est-ce qui a dit que finalement c'était le curé qui était plus important que l'enseignant? Vous voyez un petit peu le symbole qu'a constitué une phrase comme ça pour les enseignants, pour les gens qui se dévouent à ce métier corps et âme tous les jours dans des conditions extrêmement difficiles. Vous voyez quand même un petit peu comment il y a une opposition entre François Hollande qui d'un côté n'oppose pas moyen quantité mais dit il faut rebâtir l'école au service de l'avenir du pays, et Nicolas Sarkozy effectivement plus en difficulté sur ce thème qui décline de travailler plus pour gagner plus, qui n'a déjà pas marché pour le reste de la société, qui veut maintenant adapter à l'éducation nationale et qui court finalement pour essayer de trouver des propositions à la dernière minute qui finalement ne répondent pas aux enjeux aujourd'hui de l'école de la Républicaine et de sa refondation. Alors, vous parlez d'école, mais Nicolas Sarkozy a proposé que les professeurs assurent 26 heures de présence dans leurs établissements. Bien sûr. D'où de ce que disait Julien Bachar, d'où la nécessité justement de travailler, de faire plus d'heures. Enfin, quand on se dit faire plus d'heures, faut pas non plus qui se tue à la tâche. Attention, le travail des professeurs est très très important. Je voudrais rebondir sur ce que disait Sébastien. Là, le fonctionnement des RAZ, c'est comme disait Nicolas Sarkozy, c'est spécifiquement aux enfants en difficulté. On a eu tendance à développer les RAZ dans des écoles et dans des quartiers qui n'en avaient pas forcément besoin. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très spécifique. Ça concerne pas une classe ou une école entière. Moi, je vois le fonctionnement sur Deuil-la-Barre. Je suis délégué aux affaires scolaires. L'éducation est très différente au sein d'une commune et comme on en parle au niveau du pays. Aujourd'hui, on a de la place dans nos écoles. Les instituteurs font leur travail. On leur donne un maximum de moyens. Et Nicolas Sarkozy, c'est dans ce sens-là qu'il veut aller. Comment on entend François Hollande depuis pratiquement un an, il faut réduire la dette. Comment expliquer que sur le premier quinquennat, cette réforme coûtera 7 milliards d'euros et plus de 12 milliards sur le deuxième quinquennat? C'est pas possible. L'argent n'est pas là, il n'existera pas. Ensuite, sur les postes, on sait très bien qu'un instituteur, c'est un fonctionnaire, il faut le payer toute la vie. Donc là, je vous ai parlé sur les deux quinquennats. L'argent n'existe pas pour faire cette réforme-là. Elle n'est pas forcément nécessaire. On a beaucoup moins d'enfants que dans les années 90 pour beaucoup plus d'élèves. Aujourd'hui, et sous le gouvernement Jospin, qui avait aussi fait beaucoup d'embauches, à ce moment-là, l'éducation et le niveau scolaire n'en s'est pas forcément relevé. Donc c'est pour ça qu'il faut primer vraiment sur la qualité. Sébastien ou Léo, vous répondez. Peut-être simplement une chose sur, en l'occurrence, le financement. Je crois que c'est une question de priorité politique et que là, fondamentalement, on en arrive effectivement au dur de ce qui nous sépare. Je t'ai laissé parler, il faut me laisser parler, parce que sinon, ce n'est pas un débat. Non mais tu vas pas faire comme Nicolas Sarkozy à la télé. Chacun son tour. En l'occurrence, je crois que c'est une question de priorité quand on dit voilà, j'accorde des exonérations fiscales massives aux gens qui sont déjà les plus favorisés, c'est un choix politique. François Hollande en fait un autre qui est de dire je mets la priorité sur l'école de la République et sur les 60 000 postes. Et à un moment, je crois que
que les enseignants, voilà, faut pas se moquer du monde. Si on veut les respecter, que ne les a-t-on augmentés pendant 5 ans? Aujourd'hui, leur proposer de travailler 50% en plus en les payant 25% en plus, c'est une escroquerie. Ils s'en rendent bien compte. Et d'ailleurs, je crois que aujourd'hui, le monde de l'éducation va sanctionner massivement Nicolas Sarkozy pour cette politique-là. Alors, si l'on parlait un petit peu du chômage, je pense que c'est un thème qui vous intéresse, vous les jeunes. Le candidat socialiste propose 150 000 emplois d'avenir qu'il entend créer dans les quartiers populaires pour les jeunes en difficulté. Quels emplois, me direz-vous, me répondrez-vous? Quels emplois? C'est en priorité des emplois qui sont un petit peu sur le modèle des emplois jeunes qu'avait mis en place le gouvernement Jospin entre 97 et 2002, dont on observe d'ailleurs que dans la durée, ils ont permis une meilleure insertion en CDI que ceux qui n'en avaient pas bénéficié sur des parcours comparables, même si on sera sans doute pas d'accord là-dessus. Mais c'est notamment des emplois dans les associations, c'est des emplois qui sont effectivement en partie aidés, subventionnés par l'État, mais qui permettent à des jeunes qui sont en difficulté pour accéder au marché de l'emploi d'avoir comme ça un premier contrat et ensuite d'entamer un parcours professionnel de manière beaucoup plus facile. Et ça, c'est concret, c'est immédiat, c'est quelque chose qui bien sûr fait reculer le chômage, mais dans la durée permet aussi de mettre le pied à l'étrier à ces jeunes. Oui, je pense que plutôt que d'occuper les jeunes dans de nouveaux emplois, il vaut mieux les préparer à de vrais métiers. Pour cela, je pense que la proposition de Sarkozy que les élèves de dernière année de baccalauréat professionnel ou de CAP passent 50% en entreprise est une vraie proposition. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, le problème de l'école, c'est qu'elle est censée être l'antichambre du travail. Et or, aujourd'hui, on est quand même dans un système où on nous apprend à finalement travailler, bachoter des matières. Au final, pour avoir des notes, au final, on ne nous prépare pas à l'emploi. Il y a des priorités. Jusqu'à la 6e, l'apprentissage de la lecture, savoir lire et compter. Ça peut paraître bête, mais ça me paraît être une priorité. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit s'axer. Voilà. On aurait oublié les fondamentaux finalement. Les fondamentaux, parce que c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel, et c'est ce dont on a besoin ensuite dans sa vie d'adulte pour être sur le marché du travail. Pour rebondir sur ce qu'a dit Julien Bachar, il a tout à fait raison. Aujourd'hui, il faut absolument quand les élèves arrivent au collège, savent lire et écrire. Et avoir les matières, voilà, avoir les bases. Aujourd'hui, ça existe déjà. On l'a lancé à Deuil-la-Barre, ce qu'on appelle l'école du socle. Ça a été lancé sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que c'est un suivi pédagogique entre l'école primaire et le collège. Donc on a mis ça en place sur les écoles primaires avec un des collèges de Deuil-la-Barre. C'est quelque chose qui se passe très bien. Et en plus, il y a une implication très forte de la part des enseignants du primaire et des enseignants du collège. Sébastien Fontanieu, vous vous apprêtez à répondre, j'en suis sûr. Oui, je m'apprête à répondre effectivement à ce qu'a dit Julien notamment. Je reconnais là-dedans 2 erreurs classiques de la droite quand elle parle de l'école et de l'emploi des jeunes. La première, c'est d'avoir une vision de l'école qui est uniquement le lieu qui délivre un diplôme et une formation. Or, l'école de la République, c'est aussi la formation des citoyens. C'est des gens qui s'éveillent au monde, qui deviennent des citoyens à part entière. Ça, c'est une chose, à mes yeux, qui est très importante. La deuxième réponse que propose souvent la droite pour l'emploi des jeunes, on l'a vu avec Dominique de Villepin. C'était le CPE, c'est-à-dire un contrat de travail au rabais pour les jeunes, plus de flexibilité, des salaires vraiment extrêmement bas, des conditions de plus en plus difficiles, qui ne font qu'augmenter la précarité des jeunes et qui sont des mesures spécifiques jeunes qui ne répondent absolument pas à leurs besoins. Alors qu'est-ce que propose François Hollande dans cette élection? On parle de la formation et des fondamentaux, mais remettre les moyens dans l'éducation, notamment dans les petites classes où on sait que le taux d'encadrement est très faible, c'est déjà une des premières réponses. Encadrer mieux les élèves dans les premières classes, ça veut dire lire, compter, savoir ensuite se débrouiller dans sa scolarité. Voilà ce qui est déjà une première réponse. On a parlé des emplois d'avenir. J'ajouterais une deuxième réponse très importante que fait François Hollande dans cette élection, c'est le contrat de génération, qui permet de lier justement l'emploi d'un jeune et d'un senior dans une entreprise pour répondre à ces 2 priorités, qui sont à la fois le chômage des jeunes et le fait que les seniors arrivés à la cinquantaine sont expulsés de l'entreprise et du coup ont des problèmes par rapport à leur retraite, mais aussi ils ne retrouvent plus de travail après. Et la vraie réponse quand même par rapport au chômage, c'est retrouver le chemin de la croissance. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'emploi, qu'il n'y a pas de croissance et d'entreprises qui peuvent proposer Il n'y a plus d'emploi. Voilà. Il n'y a plus d'emploi, mais on pourrait proposer des formations. C'est une question que va vous poser Pauline. Juste avant, Julien, assez rapidement. Oui, juste, moi je pense que la formation c'est quelque chose d'important et c'est pourquoi Nicolas Sarkozy s'est engagé à faire de la formation une chose quasi obligatoire. Je pense que c'est par là qu'on pourra sortir du problème de l'emploi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent de formation, parfois de l'université, parfois dans des formations où il n'y a pas forcément de débouchés. Et je pense que avoir une formation à un emploi, c'est quelque
quelque chose de primordial. Concernant le contrat de génération, vous qui dites qu'on fait des cadeaux, souvent, c'est le discours habituel, on fait des cadeaux aux riches. Pour le coup, le contrat de génération, c'est quand même ni plus ni moins qu'un cadeau aux entreprises de près de 8 milliards. Voilà. Plutôt que de condamner les chômeurs à attendre passivement un entretien d'embauche, leur offrir une formation qui multipliera leurs chances de retrouver un emploi, tout chômeur qui n'a pas de perspective sérieuse de retrouver un emploi dans son métier sera tenu de suivre une formation qualifiante à un métier pour lequel il existe des besoins, puis à accepter un emploi correspondant à cette formation. Qui propose ça dans son programme? Question facile. Nicolas Sarkozy. Il dit également, l'emploi, ce n'est pas simplement percevoir un salaire, c'est une question de dignité de la personne et d'intégration dans la société. On nous propose donc, si jamais on ne trouve pas de métier dans sa branche, de choisir une autre formation pour trouver un emploi dans une branche qui recherche davantage. Se pose la question de la dignité. Si l'on se lance dans une autre branche de métier qui n'est pas forcément ce que l'on a choisi, donc quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, comment ça se passe au niveau de la dignité justement? Il y a une espèce d'opposition quand même dans ce discours-là. Je pense que Julien Bachar. La vraie dignité, c'est le travail, pour le coup. Le travail, ça libère. Je pense que le vrai problème, c'est quand on est au chômage, quand on n'a pas d'emploi, quand on n'en trouve pas un. Je pense que c'est difficile, voilà. Et je pense donc que c'est le travail qui libère. Et par conséquent, quand on a la chance de pouvoir disposer d'une formation qui nous prépare à un emploi, bah pour le coup, moi je rentre pas du tout dans la logique de dire que tous les gens qui travaillent, tous les gens qui sont au chômage sont des assistés. C'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui cherchent un emploi, pour le coup. Et donc pour ça, je pense que pour eux, on doit assurer une formation et on doit leur permettre de retrouver un emploi. Et oui, c'est la vérité. Il y a des emplois qui aujourd'hui sont difficiles. Il y a plus aujourd'hui des gens qui ont eu des formations. Le marché de l'emploi évolue. C'est partout pareil dans le monde. On ne pourra pas régler ça. Pour le coup, voilà, on détermine pas cela. Mais par contre, on peut proposer des formations qui correspondent à des vrais emplois, à des emplois de demain. Je pense notamment aux nouvelles technologies, au développement durable. Et ça, c'est un choix politique. Et c'est le choix de Nicolas Sarkozy. À l'artisanat aussi, il y a beaucoup de demandes dans ce secteur-là. Et en plus, la question de la dignité, je pense que quand on travaille, justement, il y a beaucoup de gens qui sont prêts. Moi, je trouve que c'est un sous-entendu que vous avez fait quand même. Il n'y a pas de sous-métier aujourd'hui. La valeur travail, elle est très importante. Et aujourd'hui, de changer de travail, de changer de parcours, ça n'a rien. On parle d'une question de choix. Attention. Ah oui, mais c'est une question de choix. Oui, mais de changer de parcours professionnel. Il n'y a aucune honte à changer de parcours professionnel. Exercer un emploi qui n'est pas un choix. Est-ce que l'on est productif? C'est pour ça que je dis que c'est un sous-entendu. Il n'y a pas non plus épanoui. Et est-ce que le lendemain, en allant travailler, on est productif? Ils vont pas leur mettre le couteau sous la gorge en disant juste leur supprimer les allocations s'ils ne l'acceptent pas. Je souhaiterais qu'il y ait un débat entre jeunes de gauche et jeunes de droite. Je pense que Nicolas Sarkozy n'a jamais dit que l'emploi serait contraint, pour le coup. Je pense que dans les formations, il y a toujours une qui ressemble de près ou de loin au métier qu'on a exercé préalablement. On ne va pas mettre quelqu'un dans un domaine complètement différent que celui qui était le sien juste avant. Et aujourd'hui, ça permettra de lutter aussi. Combien il y a de patrons d'entreprises, ou même des artisans, où la personne se pointe avec son papier, juste pour avoir le tampon et avoir ces petites aides à la fin ou les assédiques, et justement aide que veut développer François Hollande. Et c'est aller contre le chômage alors qu'il dit il faut réduire le chômage. Quelque chose de totalement illogique. Il y a un retard de temps là. Oui, il y a un retard de temps. On va compléter, ne vous inquiétez pas. D'abord, ça renvoie quand même à un clivage, j'ai envie de dire quasi philosophique entre la droite et la gauche. Nicolas Sarkozy nous parle de la valeur travail, nous parlons de la valeur du travail. C'est quand même quelque chose qui est un petit peu différent. Qui n'a pas tout à fait la même connotation. Vous voyez que à droite il y a peut-être un côté un peu moralisateur, un peu voilà. À gauche, la valeur du travail, c'est quoi? C'est respecter les salariés, c'est la question du salaire, c'est la question des conditions de travail, c'est la question du dialogue dans une entreprise. Voilà, c'est toutes ces questions-là quand même qu'on oublie quand on parle de la valeur travail et de l'assistanat dans la façon dont on peut le développer la droite. On parle de la formation et des difficultés à retrouver un emploi. Oui, c'est vrai. C'est compliqué et surtout pour nous quand on est jeune aujourd'hui, on sait qu'on fera peut-être pas le même métier toute notre vie, qu'on sera peut-être amené à changer, voilà, qu'il va falloir s'adapter dans un monde effectivement qui va très vite, on va devoir se former rapidement à des nouvelles technologies, des nouveaux métiers. Ça c'est une réalité et je le conteste pas. C'est possible. Alors, c'est tout à fait possible et même moi d'ailleurs dans ma vie professionnelle je suis incapable de dire si je ferais le même métier toute ma vie et on est beaucoup de jeunes dans cette situation-là. La vraie question. Vous êtes d'accord là? Non. Écoutez, le constat c'est celui-là. La politique de Nicolas Sarkozy, ça a quand même été de supprimer les moyens à la formation professionnelle. Regardez ce qui s'est passé à Pôle emploi. Discutez aujourd'hui, quand vous rencontrez les salariés de Pôle emploi, qui se retrouvent avec 150 dossiers à traiter et qui n'ont pas le temps de s'occuper
individuellement de tous les cas les plus compliqués. Donc moi je veux bien qu'on me dise c'est difficile de retrouver un travail, mais encore faut-il que les gens qui sont censés vous accompagner et vous aider dans cette démarche aient les moyens, le temps et les conditions de travail pour pouvoir le faire. Merci Sébastien Alors, Fontanier. je veux juste bien qu'on me fasse ce coup-là, sauf que pour la réalité, la formation, c'est principalement quand même une responsabilité des régions. Et comme les régions sont toutes à gauche, je crois que pour le coup, Nicolas Sarkozy n'a pas pu y faire grand-chose. Et même s'il a donné l'argent aux régions, je suis pas certain qu'elles aient fait le job sur ce sujet-là. Ah mais du coup il ne pourra rien faire de plus et ses propositions sont dures alors puisque tu admets toi-même que la formation professionnelle relève très largement de la compétence des régions qui dans ce domaine-là pallient d'ailleurs les insuffisances de l'État autant qu'elles peuvent avec des financements qui sont insuffisants. Mais pour le coup dans la suite de l'élection présidentielle nous gagnerons évidemment aussi les régionales. Vous venez de dire, Sébastien, tu viens de dire justement qu'il y avait un gros problème avec la formation au Pôle emploi, qu'il y avait des dossiers qui s'empilaient, etc. C'est une réalité. Ouais, J'ai rencontré pas mal de salariés de Pôle emploi oui, justement dans cette. Mais une autre réalité, c'est ce que vient de dire Julien, c'est qu'aujourd'hui ce fonctionnement-là, il est basé sur les régions. Les régions, c'est comme ça. Tu vas dans un Pôle conseil emploi, c'est pas les régional. régions. Non, je parle pas de Pôle emploi, je parle de la mise en place de la formation. Donc Oui. Et justement, les régions ont ce que fait vous monter dites, en vous puissance les dispositifs d'accompagnement et les dispositifs de formation professionnelle. oui, mais quand on donne de l'argent, quand on donne 5 milliards aux régions pour mettre en place de la formation et qui ne sont pas dépensés, ils ont été arrêter de taper dépensés. sur le dos de Pôle emploi aussi. Ils ont été dépensés. Pour faire quoi? Pour faire de la formation? Mais non, parce que tu dis Oui, justement oui, que la formation n'a pas été faite. Ils ont été dépensés et là-dessus, bon, il y a une responsabilité effectivement des politiques au niveau national qui sont menées. Et j'ai envie de dire, on parle de l'action des régions. Et Nicolas Sarkozy dit le chômage n'a pas augmenté d'une façon disproportionnée par rapport aux autres pays. Mais oui, mais c'est peut-être aussi grâce à l'action du modèle social qui nous reste et à l'action des régions qui ont agi comme un bouclier social. Je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Attendez, il faut quand même bien voir la réalité. On a une crise qui a été extrêmement difficile, mais le bouclier social qui a fait que ça a peut-être été. Vous convenez que la crise a été difficile à gérer. Mais on ne va pas dire que la crise n'a Personne pas dit le existé. contraire. Mais on dit que les politiques sociales qui restent aujourd'hui dans l'État-providence et l'action des régions a quand même permis, j'allais dire, d'atténuer le massacre. On va peut-être pas non plus utiliser des formules, voilà. Mais c'est une réalité. Il y a une action des régions et du modèle social qui protège encore un certain nombre de domaines dans nos vies qui ont eu leur action et qu'aujourd'hui la droite essaye de démanteler. C'est ça la réalité. C'est ce que j'adore au Parti Socialiste. Quand c'est bien, c'est eux. Quand c'est mauvais, c'est nous. Ça, c'est incroyable. Vous nous faites le coup à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous donnez l'exemple. Et là, pour le coup, c'est pas la réalité. Si le chômage... Mais non, la réalité, c'est que si le chômage a été maintenu par rapport aux autres pays européens, c'est parce qu'on avait une politique nationale de Il a l'emploi. augmenté. Hein. Oui, il a Il y a augmenté. 1 million de chômeurs en plus depuis Bien 2007. sûr qu'il a augmenté, mais on dira jamais le contraire. La réalité, c'est qu'il y a eu une crise dure, qu'elle a entraîné du À la chômage. bon dos, la crise. Non, mais elle il est faut pas réelle. dire ça. Non, elle est C'est Vous une vous abritez réalité. derrière la crise Vos pour amis éviter de répondre à vos socialistes en responsabilités. Espagne, vos amis socialistes en Grèce, qui ont proposé, et je vais même être pire, en réalité, ils ont appliqué ce que nous propose aujourd'hui François Hollande. C'est ça Ouais, la ils ont appliqué réalité. ce que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel leur imposaient et c'est de cette logique-là que François Hollande sortira avec une Pas du tout. Le traité vient d'être, vient d'être décidé entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Et il n'est pas ratifié, il sera renégocié par pour le François Hollande quand coup, et il pour sera le élu coup, président de la l'augmentation République. du chômage en Espagne, elle est due à la politique de Zapatero. C'est une réalité. Alors et pour- si d'ailleurs il a été sanctionné dans les urnes et que Rajoy a gagné les élections, c'est pour ça. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas d'énormes manifestations en Espagne contre Mariano Rajoy et que la situation du chômage s'est beaucoup améliorée en Mais Espagne. peut-être parce Ça a que- juste un peu échappé aux Espagnols. Si c'est comme en France et que les syndicats appellent à voter ça y est, les syndicats. pour un courant politique, c'est évident qu'il y ait des gens dans la rue. Mais pour Fallait le pas coup, leur taper dessus. pour le coup, Non, ce mais qui c'est compte, totalement le inadmissible. courage politique. Quand on prend des décisions courageuses, peut-être qu'il y aura des gens dans la rue, mais pour le coup, quand on est chef d'État, on doit défendre l'intérêt du pays, pas l'intérêt Mépriser d'une le mouvement corporation. social, c'est pas courageux. Hein. Non, c'est des choses différentes. Tu as été, comme tu dis, vice-président tout à l'heure là, à la fac à Cergy. Même si on sait comment ça se passe dans les facs, les courants, il y a des courants politiques. Est-ce que tu sais ce que c'est faire du syndicalisme au travail? Oui. C'est une vraie valeur justement. C'est de défendre les salariés, c'est de défendre une entreprise. Ça fait partie de la vie d'une entreprise. En aucun cas, c'est faire de la politique. Moi, je trouve ça très très grave. L'appel de la CGT et de Bernard Thibault à voter François Hollande, je trouve ça très très grave. Et je trouve ça même antidémocratique. Mais c'est pas toi qui va expliquer aux syndicalistes ce qu'ils doivent faire. En l'occurrence, J'ai pas dit ça. Nicolas Sarkozy a dit « Oh, mais bon sang, c'est la première fois que des syndicats appellent à voter. » Bon, déjà, c'est pas vrai. Jusque dans les années 80, tant la CGT que la CFDT donnaient des consignes de vote. C'est leur responsabilité, c'est leur choix, c'est leur liberté de le faire ou pas. À un moment, les syndicats sont des acteurs importants de la vie démocratique du pays, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ils représentent les salariés, ils ont des revendications sociales à faire valoir. C'est leur S'ils travail. estiment que le bilan du président sortant est tellement désastreux qu'il y a intérêt pour les représente salariés à ce qu'il soit pas 7% des reconduit, salariés. ils ont le droit de le dire. Ils ont le droit de le dire. À un Tout comme moment, le MEDEF a le droit de dire qu'il soutient Nicolas Sarkozy, ça voilà. ne pose aucun problème, on le comprend très bien.
Le débat est bien engagé, mais malheureusement, dans quelques instants, nous serons obligés de nous quitter. Vous êtes très sympathiques tous les quatre. Voilà ce que je veux vous dire. Mais j'ai relevé, Léo Moreau, dans vos propos, vous avez dit, lorsque François Hollande sera élu, donc vous êtes persuadé qu'il sera élu, moi je pose la question à nos deux personnes de la droite, c'est-à-dire Julien Bachar et Xavier Albertini. Vous pensez vraiment que Nicolas Sarkozy peut remonter? Moi, je l'espère. Je pense qu'il peut y avoir un sursaut. Pour le coup, rien n'est écrit d'avance. Je pense que les Français doivent réfléchir aujourd'hui à ce qu'ils souhaitent pour leur pays. Et je crois que le vrai choix, celui, pour le coup, du changement sans rien briser, mais celui du changement clair et d'une politique courageuse qu'il a menée pendant 5 ans, pendant une période difficile. Je pense qu'il a montré aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais à l'international, que c'était un grand président. Je pense que les Français ne sont pas dupes du jeu des médias. Et pour le coup, je pense qu'ils vont reconnaître à Nicolas Sarkozy c'est son talent et sa qualité de président. Justement, Bernard, on peut peut-être terminer sur l'Europe, parler un petit peu de l'Europe. Oui, sur l'Europe, puisque la direction vient de nous accorder un quart d'heure supplémentaire, eh bien, je la remercie. C'est que ça doit la direction, en l'occurrence aujourd'hui, c'est Sébastien Joël qui assure les commandes de notre radio. Alors, on a la chance parce que les heures supplémentaires sont exonérées. Mais heureusement, on créera de l'emploi en supprimant ce dispositif. Ah, il y a des petits pics quand même, hein. C'est un petit peu oui, plus ça commence à monter. C'est intéressant. Parlons de l'Europe. Non, justement. Comment tu veux? Tu sais ce que ça a permis aux Français et justement aux travailleurs, comme vous les appelez, parce que moi, ce qui m'a choqué sur les gens, non mais justement, ce qui m'a choqué quand on voit, je veux pas reparler des syndicats, mais c'est juste pour rebondir sur ce sujet-là. Non mais quand on voit qu'un militant, donc un CGTiste, qui a défilé au 1er mai, qui se dit donc soutenir François Hollande et qui votera François Hollande, et qui dit oui, mais parce que François Hollande, il soutient les vrais travailleurs. Ça aussi, c'est choquant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des faux travailleurs en France? Non, c'est la gauche et les syndicats qui ont lancé justement François Hollande soutient les vrais travailleurs. Ça veut dire que il laisse penser qu'il y a des faux travailleurs. Mais non, c'est le monde à l'envers, la polémique. C'est ce qui a été dit à la télé. C'est ce qui a été dit à la télé. Je parle de travailleurs. Je parle de faux et vrais travailleurs. Ah bah oui, tu en parles, pas nous. Alors, comme un CGTiste estampillé CGT qui dit je vais voter François Hollande, dit il soutient les vrais travailleurs. Ça veut dire qu'il y a des faux travailleurs. Moi je comprends pas. Je pense que pas la CGT ici. Il faut arrêter de. En l'occurrence, on va pas. Parce que c'est l'exemple c'est cette personne qui est passée à la télé qui a défendu. Évidemment, il faut s'assumer aussi. De l'UMP qui passe à la télé, qui agresse des journalistes. Je vais pas dire pour autant que vous allez. J'ai pas dit qu'ils avaient agressé les journalistes. Je fais juste un constat. Je fais juste un constat de son dialogue. Je fais juste un constat de ce qu'il a retransmis. J'ai pas tapé sur les journalistes ou qu'il a dit qu'il avait agressé des journalistes. Bien sûr que non. Non, mais en l'occurrence, je veux dire, on peut pas généraliser. Je ne sais pas. J'ai pas eu l'occasion de regarder la télé après le 1er mai. Mais en l'occurrence, simplement, il faut aujourd'hui raison garder. On est dans un moment où les syndicats et les syndicalistes ont le droit de se prononcer s'ils le souhaitent. C'est aussi des citoyens, y compris en Europe, en fonction de ce que dit François Hollande. Alors même qu'il n'est pas encore élu, mais un certain nombre d'acteurs anticipent son élection comme étant probable et disent ah oui, il faut qu'on parle de la croissance. Donc je crois que c'est un faux problème. Allez, on terminera. Qui veut intervenir? Juste au niveau international, je pense que Sarkozy, pour le coup, a montré qu'il était un grand président et un grand président de France à l'international. Quand il a géré la crise de l'Europe, pour le coup, et en tant que président de l'Union européenne, quand il a réagi très rapidement, quand il allait avoir un drame en Géorgie, pareil pour la Libye, quand Benghazi allait être rasé, c'est lui qui a pris l'initiative. Avec Barack Obama et Angela Merkel, il fait aujourd'hui partie des personnes qui influent sur le monde. Et pour le coup, je n'ai pas envie de changer. Je pense que Nicolas Sarkozy a été exemplaire au niveau international et que c'est pour cela que dimanche, on doit voter pour lui. Alors l'émission est terminée. On n'a même pas le temps de faire une petite conclusion. Alors c'était donc spéciale élection présidentielle. Spéciale élection présidentielle avec Sébastien Fontagneux, secrétaire général des jeunes PS du Val d'Oise, et Léo Moreau, animateur fédéral des jeunes socialistes du Val d'Oise. Nous avions également Xavier Albertini, conseiller municipal de Deuil-la-Barre, délégué UMP des jeunes actifs du Val d'Oise, et Julien Bachar, conseiller municipal de Saint-Gratien, délégué UMP de la 6e circonscription. Et à mes côtés, il y avait Pauline Pioche, et à la technique, à la réalisation, c'était Sébastien Joël. Merci. Et on s'excuse une nouvelle fois auprès de Jean Letellier, auprès duquel nous avons grignoté un quart d'heure de son émission. Au revoir à tous et merci.
C'était une émission vraiment passionnante avec des jeunes invités. Au revoir à tous.